Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette saison, nous accueillons des musiciennes de la nouvelle génération que Sophie va interroger. Bonjour, je suis Sophie Rosemont et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Suzanne parmi nous. Suzanne, tu chantes depuis plusieurs années. Tu as sorti ton premier album Toy Toy en 2020. Ces temps-ci, il connaît une réédition parce qu'il a très bien fonctionné. Il a rencontré un public assez fan de ton verbe et de ton agilité tant musicale que scénique. Et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast Écoutez les filles. Suzanne, la dernière fois qu'on s'est parlé, parce qu'on s'est déjà parlé toutes les deux, on avait parlé des initiatives de différents organismes comme la SACEM dédiés aux artistes pour les aider à traverser cette difficile période. Est-ce que c'est important pour toi de démontrer que les artistes ne se nourrissent pas uniquement de paillettes ? Oui, je pense que c'est important de montrer parce que notre boulot, un peu, c'est de vendre du rêve. Donc effectivement, quand on réussit bien à le faire, c'est le rideau s'ouvre et tout est beau, tout est incroyable et voilà. Mais je pense que ce métier n'est pas fait que de ça. En ce moment, on subit quand même une grosse pandémie mondiale. Voilà, je vais pas rappeler qu'il y a le Covid. Je pense que tout le monde est au courant. Mais je pense que c'est important de montrer les dessous, justement. Montrer qu'un artiste, il travaille beaucoup avant d'arriver sur scène et que quand il sort un album ou quand il sort quelque chose, c'est vrai que le contexte, il joue beaucoup aussi sur une carrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je fais partie de la génération Covid. Je pense que toute notre génération d'artistes, en tout cas ceux qui démarrent dans ce contexte-là, vont être marqués. C'est évident. Donc, j'espère que oui, on va arriver à montrer autre chose que des paillettes, qu'on va arriver à sortir des discours de ce qui nous est arrivé dans nos chansons, essayer d'avancer ensemble, peut-être être solidaires entre nous, un peu plus que ceux d'avant, je sais pas. Et ouais, se défaire un peu des paillettes parce que parfois ça peut irriter en fait les paillettes dans ce genre de gratte. Ouais, ça gratte. Moi perso, ça peut vite me gratter quand on voit ce côté-là. Parfois dans le showbiz, il y a ce côté un peu le champagne, le machin et on se dit on vit une pandémie mondiale en même temps. Enfin voilà, parfois être sous la lumière au moment où on sait aussi que les gens vivent des choses difficiles, les gens qui nous regardent dans leur télé, c'est compliqué. Moi, j'ai l'impression parfois de le vivre de manière différente. Voilà, d'arriver sur des plateaux avec des lumières, me faire maquiller, etc. Enfin voilà, moi j'ai l'impression d'avoir besoin d'être un peu plus loin des paillettes en ce moment, un peu plus dans le vrai du truc. Quand tu dis en ce moment, ça a toujours été. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute ton premier album, tu parles aussi bien du burn-out que de l'urgence climatique, que du harcèlement sexuel, que du machisme dans l'absolu, l'homophobie. T'es quand même très clairement une artiste engagée qui le fait et par ses déclarations et par ses chansons, mais avec un format extrêmement pop et accessible. Toi, t'as toujours été engagée ? Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je pense que c'est en moi tout ça. Je vois pas pourquoi j'irais écrire des chansons si ça me heurtait pas à un moment donné dans ma vie quotidienne. La pop, c'est populaire, quoi. C'est pour le peuple, normalement. Donc, je me dis, si on a des discours ultra édulcorés qui ressemblent absolument pas à ce qu'on vit tous les jours dans ce monde-là, je trouve que c'est trop loin de moi. En tout cas, moi, j'aurais pas pu faire ça. J'avais envie de faire de la pop, mais en même temps, j'avais quand même envie d'essayer de me dire, je vais raconter ce truc d'être une fille et de pas pouvoir rentrer chez soi sereinement le soir, de pas avoir s'approprier l'espace public sans avoir peur. J'ai envie de parler d'homophobie, j'ai envie de parler du changement climatique. Ouais, j'ai envie de parler du monde dans lequel je vis. Et voilà, je le fais de manière assez naturelle. Alors parfois, je fais peur à des gens parce qu'il y a des gens qui se disent, mais attends, elle est chiante, celle-là, elle est tout le temps en colère. Elle a toujours quelque chose à dire. Et puis forcément, quand on est une fille, qu'on aborde ces sujets-là d'harcèlement des femmes, voilà, il peut y avoir, oui, bon, elle est forcément hystérique, elle est forcément, sa parole est extrapolée. Non, enfin voilà, après, il n'y a pas que des gens comme ça, attention, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis concernés par ces chansons et c'est là où je suis contente de voir que ça fédère un peu. C'était un peu le but, à mon humble niveau. Je pense qu'on ne peut pas sauver le monde avec des chansons, mais en tout cas, on peut réunir quelques gens autour de ces chansons. Il y a Gloria Steinem qui a eu cette très belle formule, qui est désormais quasiment un slogan, et qui est « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage ». En quoi elle te parle, cette phrase ? Ça me fait penser un peu à ces choses-là, parfois de vivre dans ce monde, de voir des choses assez terribles, enfin de voir des choses difficiles parfois, l'injustice, de voir des discriminations, de voir du harcèlement dans la rue et voilà, parfois se sentir un petit peu impuissant. Mais je pense qu'aujourd'hui, tant qu'on reste spectateur et qu'on ne prend pas la parole, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose d'urgent, en fait, de prendre la parole et de plus rester seulement spectateur de tout ça.
Et je pense qu'on passe par plusieurs étapes. On peut être dans le déni, dans la colère, mais la vérité, oui, souvent, au départ, elle met en colère. Ensuite, on a envie de trouver des solutions. Mais je comprends, oui, cette phrase ouais, je pense que la vérité peut faire peur aussi parfois. Peut faire peur. Je pense qu'on n'a pas envie de regarder les choses, parfois pas du tout même. On se protège. Il y a beaucoup de gens qui se protègent dans ce monde parce qu'il est dur à vivre. Donc, je peux comprendre. Mais pour ceux, en tout cas, qui ont la force d'affronter cette vérité et qui se disent qu'ils vont peut-être pouvoir même aller inscrire d'autres vérités après ça, oui, c'est courageux, je trouve. Et justement, toi, t'as jamais caché ta vérité, t'en as fait une force. Je me souviens de toi en juillet 2019, toute seule sur la scène du Fnac Live. Oh. Ouais. Tu devais chanter seulement peut-être 3 ou 4 morceaux, il me semble, Ouais. c'était assez réduit, Très court. face à une foule vraiment assez énorme, donc c'était dans l'ancien temps, on va dire, qui ne te connaissait pas du tout, c'était vraiment à tes débuts, le premier album n'était pas du tout sorti, et t'es arrivé avec un aplomb vraiment hyper impressionnant. T'as rappelé déjà un peu ton parcours, t'as rappelé que t'avais été serveuse, que le chant ne t'était pas tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Et là, t'as enchaîné sur ce titre qui s'appelle Suzanne. Et puis, t'étais là, tu disais rêve, rêve, en chantant avec un aplomb que moi, j'avais trouvé vraiment bluffant pour une artiste qui débarque comme ça entre deux stars et qui conquit un public. Cette force, tu l'as sortie d'où ? Je pense que c'est ma peur qui se transforme en force parce que en fait, quand tu parles d'aplomb et d'aplomb incroyable, j'avais aussi une peur en fait à même niveau que cet aplomb-là. Je tremblais, je m'étais même fait des petites, tu sais, maladies psycho. Je toussais juste avant le Fnac Live, je sais pas pourquoi, mais j'avais des pics de toux, c'était atroce. Les gens criaient Aya, Aya, parce qu'il y avait Aya Nakamura juste après moi. Les types étaient en train de changer le décor, enfin vraiment. Pour aller s'approprier cet espace-là devant une foule incroyable. En plus, moi, le Fnac Live, j'avais toujours vu les affiches dans Paris. Enfin, je m'étais toujours dit, ce truc-là, si un jour tu arrives à le faire, c'est vraiment cool. Donc, j'avais vraiment la pression et je me suis retrouvée sur mon petit carré, toute seule devant à dire bonsoir Paris, et go, quoi. Et puis c'était fou parce que l'effet, moi, mais ces rêves-là, tu vois, je l'écris avec le cœur, quoi. C'était vraiment un truc, enfin, j'y suis. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de truc dans ma tête où c'est de l'émotion. En même temps, ça se mélange dans tous les sens. Et c'était un peu des rêves presque que je vomissais, quoi, ce soir-là. C'était vraiment, j'avais tourné beaucoup. C'était un peu mon moment et les Parisiens m'ont bien accueilli, hein. C'était assez dingue parce que à la fin, c'était plus Aya, c'était Suzanne. Donc, rien que pour ça, tu vois, je leur ferai 20 000 fois dans mes rêves ce moment au Fnac Live. Tu parles de cette peur qui se transforme en force. Ouais. Toi, en tant que Suzanne et Océane, ton vrai prénom, quelle est ta plus grande peur ? Je suis une grosse trouillarde. En fait, je pense que ma plus grande peur, parfois, c'est moi. C'est moi qui, parfois, ne vais pas jusqu'au bout des choses parce que j'ai peur, parce que j'ose pas, je pense qu'on est parfois, pour soi-même, un obstacle. Ça peut arriver. Là, pour le moment, dans ma vie, j'ai l'impression d'être bien dans mes pompes. Voilà, j'ai fait au max pour arriver à être bien dans mes pompes et faire tout ce que je fais. Parfois, la peur aussi. La peur des choses, la peur de l'inconnu, ça peut stopper plein de gens dans leur envie, dans leurs ambitions. Et la peur de perdre pied, la peur de plus arriver à créer, la peur, parce que je pense que c'est un métier qui est difficile. Moi, je sais que je le vis tellement intensément, c'est-à-dire c'est matin, midi, soir, la nuit, ça me réveille, des chansons me réveillent. Quand j'arrive pas à sortir 2 phrases, ça va me prendre la tête, mais à un point. Mais je dis pas que c'est tous les jours évident et que j'ai pas de peur. J'ai des grandes peurs aussi. Je pense que vivre ses rêves, ça fait hyper peur. Et donc, la passion musicale, c'est ça mais qui te porte. C'est ça, en fait. Je pense que c'est tout ça qui se mélange. C'est la peur, c'est l'envie. Je pense que dans tous les cas, quand on a peur, c'est qu'on a envie. Donc, je pense que la peur fait vivre et qu'il faut absolument l'affronter, cette peur-là. Voilà, faut pas se contenter de se laisser écraser par cette peur. Là, on est à quelques jours des victoires de la musique. Une poignée de jours. Ouais. Donc, l'année dernière, tu as remporté la Révélation Scène. Tout de suite après, il y a eu la pandémie. Ouais, cool. Et là, on y est encore et tu es nominée. C'est quand même assez exceptionnel d'être nominée 2 fois d'affilée aux victoires de la musique. Comment tu l'accueilles, cette reconnaissance ? Je t'avoue que ça a été... j'ai l'impression de revivre une 2020, en fait. Parce que la 2020 commençait extrêmement bien. Il y avait cette sortie de mon premier album, les révélations victoires de la musique, tout ça. Donc, moi, je me disais, bon, allez, je vais enfin rencontrer mon public, faire beaucoup de festivals, enfin, tout ce qui était... Je savais exactement où je serais, sur quelle scène, à telle heure. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. En fait, je suis retournée chez mes parents parce que...
Ouais, juste après les victoires, tout a été fermé. Je me rappelle avoir fait ma résidence à Rouen. J'ai pu jouer un seul spectacle, voilà, à Calais. Donc c'était assez triste. Je me suis retrouvée chez mes parents comme une trentenaire divorcée, alors que c'était pas le cas. Moi, je voulais juste monter sur scène et faire mon truc. Donc ça a été dur d'être coupée en pleine course comme ça. Mais je pense que ce qui m'a donné de la force de continuer, c'est d'écrire des chansons, c'est d'essayer de me projeter un peu dans l'avenir, parce que c'est très difficile en ce moment de se projeter dans l'avenir. Mais je pense que la naissance de chansons, ça fait toujours du bien, en fait, de me dire qu'elles seront peut-être un jour dans les oreilles des gens. Un peu comme ce moment où j'étais au resto et c'était un peu ma seule bouffée d'air d'écrire des chansons. L'impression de revivre un peu ce truc-là. Donc voilà, la réédition, il y a quand même eu des belles choses dans cette année 2020. Il y a eu le feat avec Grand Corps Malade, il y a eu quelques rencontres fédères. Mais cette annonce des victoires de la musique, j'avoue, ça a été un peu le truc qui m'a ravivé, quoi, qui m'a encouragée. Peu importe l'issue, peu importe, je gagne pas. Je pense que là, ce que j'avais envie, c'était de performer encore une fois sur cette scène, de montrer que tous ces gens qui ont voté pour moi, je vais pas les décevoir et je vais aller dans une presta dans le détail, comme j'essaye de le faire à chaque fois. Et puis allons-y. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui seront devant leur télé qui vont se dire c'est pas trop mal, Suzanne. Et je parle de Grand Corps Malade. Ouais. Donc, il y a eu ce duo où vous inversez les rôles, lui dans la peau d'une femme et toi dans la peau d'un homme. Et j'ai remarqué que tu avais beaucoup de complices masculins. Tu es évidemment féministe par tes paroles, par tes engagements et par le soutien, la sororité dont tu fais preuve. La sororité qui, je trouve, est un très beau nom qu'on a eu beaucoup de temps à traduire en France, Sisterhood. Et quel est ton rapport justement aux autres artistes masculins au sein de l'industrie ? Je pense que j'aime quand les rencontres se font naturellement, que ce soit une artiste féminine ou un artiste masculin. C'est-à-dire qu'avec Grand Corps Malade, ça s'est fait de manière très spontanée. Il a écouté SLT, justement. Il a adoré SLT. Sa femme m'écoutait déjà, donc elle lui disait « Je suis fan de Suzanne, va un peu écouter ». Donc c'est lui qui m'a appelée, c'est lui qui a voulu écrire une chanson avec moi. J'ai senti tout de suite ce truc très bienveillant. Il savait que j'étais très concernée par le fait d'écrire. Bon, lui aussi, c'est un sacré auteur, donc j'avais un petit peu le trac d'être à côté, mais j'avais vraiment envie de défendre mes paroles. Je lui ai proposé ce thème, ça l'a fait marrer, et puis on s'est mis sur cette chanson. Mais en tout cas, je pense que Grand Corps Malade, ce que j'ai senti chez lui tout de suite, et ce qui m'intéresse, je pense, chez la gente masculine, c'est qu'il est féministe sans le savoir, quoi. En fait, c'est que c'est un mec qui dans son discours, n'en fait pas des caisses. Enfin, en tout cas, je l'ai senti dans sa manière aussi d'agir avec moi, d'être, quoi. Il y avait aucun soupçon, parce que souvent, maintenant, dans les mini-choses, même dans du détail, on arrive à sentir parfois, ah, là, il me renvoie au fait que je suis une femme. Et c'est jamais arrivé. Pourtant, on s'est vu sur beaucoup de promos. J'ai vu ses équipes, j'ai rencontré sa famille. Donc, si je pouvais rencontrer que des Grands Corps Malades, ce serait pas mal. Quand j'entends tous les discours des autres artistes, quand je vois sur Instagram ce compte que je suis, musique MeToo, c'est ça? Oui, musique tout à fait. Voilà, qui met en avant quand même des choses atroces qui se passent en coulisses et pas qu'en coulisses. Donc moi, j'ai la chance d'être entourée de femmes et d'hommes dans mes équipes, des gens qui se comportent normalement, enfin en tout cas qui n'abîment pas qui que ce soit. Je pense que c'est une vraie chance dans ce milieu, d'après ce que j'entends, et j'espère ne jamais le vivre. Voilà, j'espère ne jamais me retrouver à devoir me défendre, devoir me justifier d'une agression que j'aurais subie dans ce cadre-là. Et je crois que c'est encore plus difficile dans notre métier d'ouvrir la parole, parce qu'il y a ce côté un peu public, un peu si j'ouvre si je libère ma parole, est-ce que les gens, déjà dans la vraie vie, parfois on te traite très rapidement de menteuse, quoi. Le but, je trouve très souvent, malheureusement, c'est de démonter la parole de la femme. Et encore plus, j'ai l'impression, quand on est dans des métiers où on est public. Surtout quand on s'attaque également à quelqu'un de public. Donc, c'est dangereux, mais j'ai l'impression que commence à y avoir des mouvements qui font qu'on peut aller au bout de tout ça, en mettant que la justice prenne part à tout ça, que ce soit plus juste des plaintes un peu isolées, et que la nana gère toute seule, limite après toute sa vie, que ça lui soit arrivé dans son métier en étant artiste ou dans sa vie de citoyenne avant, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est bien qu'il y ait ce genre d'associations qui prennent en compte toutes les paroles des victimes, qui les rassemblent, et pour qu'on puisse aller vraiment à quelque chose où, à la fin, il y a une justice. Et en parlant de vie de citoyenne, SLT, c'est ça. C'est-à-dire Clairement. Comment marcher dans la rue en étant femme sans se faire emmerder. Ouais. C'est assez clair. Et ce titre, tu l'avais écrit il y a un petit moment déjà. Ouais. Il est sorti, quand on y pense, ça fait un peu plus de 2 ans. Ouais. Et force est de constater que le harcèlement de rue, même s'il a
il connaît, j'imagine, quelques variantes Covid oblige, n'a pas bougé. Ça reste quand même encore vraiment d'actualité. Ça reste vraiment d'actualité. Je trouve que c'est assez hypocrite parce que quand je suis allée voyager en Allemagne, pour le coup, il n'y a pas du tout de loi pour ce harcèlement de rue. Moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais chez nous, il y a une loi, mais en vrai, c'est clairement hypocrite puisque quelqu'un qui fait... Moi, je me fais emmerder dans la rue. Enfin, ça arrive encore, hein, même après avoir écrit SLT, tout ce que tu veux. Enfin, ça arrive toujours. Ma sœur aussi, mes copines aussi. Enfin, rien n'a bougé. Donc, cette loi, elle nous protège de quoi, en fait? Je sais pas. J'aimerais qu'on aille dans des choses un peu plus concrètes. Parce que, en attendant, voilà, cette peur d'être dans l'espace public, de prendre un Uber, d'être obligé de prendre un Uber, parce que tu sors d'un dîner, il est 22h, il fait un peu nuit, tu flippes. Je pense que Sophie, toi et moi, on est d'accord sur ce point. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, la femme a encore beaucoup trop peur de vivre sa life. Voilà, tranquillement, sereinement. Mais là, je pense qu'au niveau de la justice, au niveau des lois, il faut aller plus loin. En fait, ça suffit pas juste d'avoir des chanteuses qui chantent SLT ou Balance ton quoi ou La Grenade. Nous, on est là pour donner des discours et je suis très contente en fait qu'il y ait autant de discours là-dessus chez les artistes féminines aujourd'hui. Mais aidez-nous là. On peut pas réunir tout le monde toute seule quoi. Parce qu'en plus, il nous faut et des filles et des garçons et tout le monde quoi. C'est pas qu'un combat de femmes. La sororité, oui. Mais juste la solidarité tout court entre humains, ça peut être pas mal aussi. Hein. Et il y a quelque chose de très fort dans ton personnage de Suzanne, qui est maintenant, j'imagine, incrusté dans toi, Océane, et qui à la fois reste un personnage qui sert ta musique, qui sert ton art. C'est ton look. Ouais. Donc, on pourrait croire, en regardant le haut, qu'on est du côté du cinéma muet hollywoodien des années 20-30. Et puis ensuite, on se retrouve plutôt dans un côté ninja. Il y a tout un mélange d'influences visuelles très fortes. Comment tu as construit ce look et comment, inversement, il peut te construire? C'est vrai que ce look, il est chelou. Hein. Les gens, quand ils me voient arriver dans cette combi, se disent est-ce qu'elle est mécanicienne? Est-ce qu'elle est Power Rangers? Totally Spies? Enfin, c'est un habit quand même qui est particulier. Mais en tout cas, pour moi, c'était une espèce de tenue un peu de combat, tu vois. J'ai rarement trouvé des habits que j'aimais parfois dans des magasins. Tu vois, quand j'étais jeune, mes copines, elles étaient habillées plutôt toutes un peu pareilles. Et le petit sac Longchamp, le petit truc. Enfin bon, et moi, je sentais que j'étais un peu à côté de la plaque, que j'avais mon style, mais j'ai eu du mal un petit peu à le trouver dans ce truc-là un peu où il faut être féminine. Il y a un âge où il faut plaire aux garçons, tout ça. Enfin, cette pression-là que les copines peuvent mettre sur toi, quoi, tu vois. Et je me disais, en fait, pour une fois que tu peux créer ta tenue, enfin voilà, j'ai toujours eu l'impression de devoir être... encore une fois, même dans les vêtements assimilés, donc que ce soit à cette période de l'adolescence ou quand je bossais dans des restos, des trucs comme ça, j'avais toujours la tenue du restaurant avec mon petit prénom ici. Les gens m'appelaient comme ça. Sers-moi du coca, Océane. Et j'avais envie en fait de faire mon bleu de travail à moi en fait. Cette fois-ci, c'était moi qui choisissais comment j'allais être habillée. J'avais envie d'une pièce unique. Puisque je pense que chaque personne, limite, pourrait faire sa propre combi ou sa propre pièce. Et j'avais envie d'être aussi très libre dans le mouvement. Donc, du coup, cette combi, elle associe un peu tout. Ce truc un peu chelou de ce que je peux être, en vrai, voilà. C'est ce côté un peu carré comme ça, un peu sharp, un peu partout. C'est moi. J'ai été inspirée par Bruce Lee avec ces espèces de bandes, par Elvis Presley que je regardais dans le resto où je bossais quelques années avant, qui dansait comme ça dans sa combi. Et moi, je me disais, bon, qu'est-ce que tu fous là avec tes burgers? Tu devrais faire pareil qu'Elvis. Après, le but, c'est de pas être piégé dans cette combi. Là, à chaque fois que je la mets sur scène et que je ferme le dernier bouton, je me sens dans mon truc. Bon, là, ça fait très longtemps que je suis pas montée sur scène, donc la combi, elle est au placard. Vivement que je la sorte quand même un petit peu. Mais voilà, le but, c'est pas de rester enfermé, encore une fois, c'est de faire évoluer ce personnage. Parce que ce personnage, au final, c'est Suzanne, c'est Océane. Enfin, il y a de l'intime, il y a de tout, quoi. C'est pas juste un personnage pour se protéger. Cette combi, c'est pas non plus que pour se protéger, c'est pour aller au combat, c'est pour aller vers moi-même. Et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je suis sur scène, à chaque fois que je suis devant des gens qui m'écoutent et voilà. Et parce qu'ici, on écoute les filles, je t'ai demandé de choisir un texte à lire. C'est donc la tribune de Virginie Despentes, On se lève et on se barre, me semble-t-il, qui a été un texte assez fort, publié quelques heures après les Césars cette année. Et donc, on t'écoute nous le lire. Je vais commencer comme ça. Soyez rassurés. Les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets, ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois, votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer,
vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coups de 49.3 et qu'on ne vous laisse pas célébrer Polanski tranquille et que ça vous gâche la fête, mais derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas. On vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïds, et le message passe 5 sur 5. Cette notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser passer. Où serait le fun d'appartenir au clan des puissants s'il fallait tenir compte du consentement des dominés? Et je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force, certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité. J'ai trouvé ce texte aussi fort en fait que ce moment où Adèle Haenel s'est levée pour partir de ses Césars. Voilà, c'était pour moi c'était enfin quelqu'un qui réagit et je pense qu'elle nous a fait du bien à toutes ce soir-là, Adèle Haenel, et merci à Virginie Despentes d'avoir appuyé avec des mots ce qui s'est passé ce soir-là. Voilà, je pense que c'est important. Merci Suzanne beaucoup pour cette conversation. Et dernière question, est-ce que ton mantra reste « Bats-toi fillette » ? Complètement. Je pense que ce sera mon mantra jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, bats-toi fillette. Merci Suzanne. Merci Sophie. C'était Écoutez les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.